Bonjour, bonsoir, monsieur Simon. J'espère que tu as passé un très bon week-end et un très bon lundi. Demain, nous allons nous voir à 8 heures et à 9 heures, je devrais partir très très rapidement pour aller à la piscine avec ma fille. Je vais nager avec elle. Euh, c'est une journée exceptionnelle. Tous les parents vont nager avec leurs enfants. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Voilà, enfin, c'est la direction qui a décidé ça. Nous sommes à la page 64 du livre La France contemporaine, la francophonie. Si la langue, je vais zoomer un petit peu plus, si la langue française n'est pas la seule qui se parle dans l'Hexagone, toujours est-il que cette langue a largement dépassé les frontières de la France. Le français se parle aujourd'hui dans une quarantaine de pays sur 5 continents. Ceux qui parlent français s'appellent des francophones. Pour quelques 113 millions de francophones, le français est la langue maternelle. Les autres, les francophones occasionnels, quelques 60 millions dans le monde, l'ont appris comme deuxième langue. En Europe, au XVIIIe siècle, le français était devenu une langue internationale. C'était la langue de l'aristocratie dans de nombreux pays, ainsi que celle de la diplomatie et de la culture. Frédéric II, roi de Prusse, et Catherine II de Russie parlaient et écrivaient en français. À cette époque-là, de nombreuses familles aristocratiques en Europe apprenaient le français à leurs enfants et parlaient uniquement français en famille. De nos jours, le français a été largement remplacé par l'anglais comme langue internationale, mais il est indéniable que le français demeure une des grandes langues mondiales. Avec l'anglais, le français est utilisé dans les domaines de la diplomatie, du commerce et des arts. C'est une des langues officielles de plusieurs grandes organisations internationales, l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, NATO, et le Comité international des Jeux olympiques. En Europe, le français est une langue officielle en Belgique, avec quelques petites différences, en Suisse aussi, avec quelques petites différences, au Luxembourg et dans les principautés d'Andorre et de Monaco. Je déteste Monaco. C'est un parasite qui survit grâce aux taxes des Français. Je ne supporte pas ces gens-là. Voilà, surtout ce sont des riches. Alors, pour près de 6 millions d'habitants de ces pays, le français est la langue maternelle. Ok. Le paragraphe suivant. Le français s'est étendu sur les autres continents à cause du colonialisme. C'est pas évident. En anglais, on a ism et en français, on a isme. Colonialisme. Dès les 16e et 17e siècles, des explorateurs français tels que Cartier, Champlain, Marquette, Joliet et La Salle ont fondé des colonies dans dans le Nouveau Monde, au Canada, en Louisiane, qui comprenait toute la partie centrale des États-Unis, en Guyane et dans les Antilles. Mais la France a perdu la grande partie de son premier empire colonial. Le Canada a été cédé aux Anglais en 1763. Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis en 1803. Haïti est devenu indépendant en 1804. Une deuxième époque d'expansion coloniale a commencé au XIXe siècle, ce qui explique l'implantation de la langue française en Indochine, en Polynésie et surtout en Afrique, dans les pays arabes d'Afrique du Nord et dans l'Afrique noire, au sud du Sahara. Ce deuxième empire colonial n'a pourtant pas été accompagné d'une immigration massive de Français. Voilà pourquoi le français est moins une langue maternelle dans ces pays qu'une deuxième langue, c'est-à-dire la langue de l'administration, mais non pas la première langue des habitants. La plupart des pays d'Afrique sont d'anciennes colonies françaises. La Constitution de 1958, qui est toujours en vigueur, c'est la Constitution de la Ve République, a créé la Communauté française, une association entre la France et ses colonies africaines. Le président Charles de Gaulle a demandé à chaque pays de choisir, par référendum populaire, de faire partie de la communauté. Seule la Guinée a refusé. Dans les années 60, pourtant, les colonies africaines ont acquis leur indépendance et la communauté française a cessé d'exister. Mais un grand nombre de ces nouveaux pays ont signé des accords de coopération avec la France.
Aujourd'hui, la France est la langue officielle de 22 pays d'Afrique, situés au sud du Sahara, ainsi que celle des DOM-TOM et des collectivités territoriales. Les DOM-TOM, à la Guadeloupe, on a le... Ah, j'ai oublié les autres îles. Bah tiens, on va regarder en vitesse. Ce sont les îles hein, où on parle français. Si c'est pas ça, c'est Udemy. Je suis en train de prendre des cours là-dessus. Dom Tom. Alors tiens, on va regarder la France d'outre-mer. Tiens, domtom.fr. Qu'est-ce qu'on a? La Polynésie, les Antilles françaises, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion et Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, les terres australes et antarctiques françaises. Donc tout ce qui est dans les îles, tout ce qui est à l'extérieur de la France. Voilà, les dom-toms. Ils peuvent voter, ils sont français également, mais ils ont aussi l'avantage de vivre dans euh, dans des régions qui sont un petit peu plus chaudes, surtout ceux-là. Voilà. Ensuite, on en revient à la France contemporaine, mais le français n'est pas la langue maternelle de la plupart des habitants de ces pays. Dans certains pays du Proche-Orient, l'Égypte, le Liban, la Syrie, de l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et l'Asie du Sud-Ouest, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le français n'est pas une langue officielle, mais il a un statut privilégié dans l'enseignement. Et c'est vrai surtout au Vietnam. Moi, j'ai connu beaucoup de Vietnamiens aux États-Unis qui étaient fascinés par la langue française. Et j'ai actuellement un professeur qui est vietnamien. Euh, Pas un professeur de vietnamien, mais un professeur en Californie qui prend des cours de français avec moi et qui est vietnamien. Voilà. Donc, il y a toujours eu cette fascination dans ce pays de la langue française parce que la langue française a un statut privilégié apparemment. C'est au Canada qu'on trouve la plus grande concentration de francophones en dehors de la France. Le Canada est officiellement bilingue. 6 millions d'habitants sur 25 millions sont francophones. Mais tout est traduit en français au Canada, même dans la zone anglophone. Tu achètes un paquet de pâtes ou des chips, tout est traduit en français. C'est la loi. On les trouve surtout au Québec, dans les provinces maritimes, Montréal, et après Paris, la plus grande ville francophone du monde, plus grande que Lyon et Marseille. Aux États-Unis, la langue et la culture française subsistent encore en Louisiane et en Nouvelle-Angleterre, surtout dans le Maine et le Vermont. Le terme francophonie a été inventé au XIXe siècle pour définir l'ensemble des personnes et des pays utilisant le français. Aujourd'hui, il représente le rayonnement de la langue et de la culture française dans le monde. Pourquoi on a un S ici? Parce qu'on parle de la langue et de la culture française dans le monde. C'est une notion que les Français prennent au sérieux et dont ils sont très fiers. Une organisation privée, l'Alliance française, qui existe un peu partout dans le monde, créée en 1883, a pour objectif, hop, tu vois ici, on a tous les pays. J'essaie de ne pas aller trop vite. Voilà. A pour objectif la diffusion de la langue et de la civilisation française dans le monde par l'intermédiaire d'associations locales. Je vais arrêter là. Je suis en contact avec l'Alliance française. Ils ont un programme comment dire, pour certains étudiants, certaines personnes qui veulent étudier dans un pays étranger. Et ils sont très très chers, mais ils ne payent pas très bien leurs employés. Donc j'ai tendance à... Ils donnent aussi des cours de français, ils demandent beaucoup d'argent, mais ils ne payent pas très bien leurs professeurs. Je trouve que c'est un peu cruel. Donc j'ai pas une très bonne opinion de l'Alliance française. Pour quelqu'un qui est étranger, peut-être que l'Alliance française est très bien et très respectable. Pour moi, ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc, on va faire aussi
on vient sur Skype et on va faire aussi la transcription, ok, du vendredi dernier. Est-ce que tu n'as jamais pensé à écrire des chansons, des livres ou des poèmes? Tu écris des scénarios, donc c'est un aspect très créatif. Euh, mais je t'avais demandé si tu n'avais pas essayé de t'exprimer différemment avec d'autres styles. On ne sait jamais, voilà. Si un producteur ou un réalisateur me demande d'écrire sur un sujet, ok, donc j'écris sur le sujet, tu es guidé en fait, mais tu as toujours ton esprit créatif. On peut exprimer des idées créatives, ok. Les producteurs ne lisent jamais, généralement en entier, mais on peut toujours avoir des idées créatives, même si on utilise une écriture académique. L'écriture académique est très expressive. Les pensées, la philosophie de l'écrivain. L'écriture exprime les idées et le monde de l'écrivain, et on peut utiliser différentes manières, différentes approches, voilà, différentes techniques. La manière dont tu t'exprimes, ok, révèle en fait ton monde, voilà, le monde de l'écrivain. Je suis plus confortable à traduire la source qui existe déjà. Okay, je me sens plus à l'aise à traduire, ou je me sens plus à l'aise avec les textes qui sont déjà écrits. Okay. Attention à aller, je suis allé. Ah, j'ai assisté. To intend. No, to attend something. To attend. Ah, the Tamales guy is back. I was trying to avoid him. André de Toth, ok, donc il est hongrois. Je vais essayer de parler pendant qu'il parle, ce monsieur qui est dans la rue, parce qu'il est chiant. Il est vraiment chiant et ça me. J'ai dû arrêter un enregistrement il y a quoi il y a 20 minutes à cause de lui. Maintenant, il est de retour. Il est très, très, très bruyant. C'est un monsieur qui est sur son vélo et qui vend des tamales, des burritos dans la rue. J'espère qu'il ne va pas revenir. Enfin bref. Donc ce monsieur, André de Toth, il a dirigé des films de cow-boy à petit budget. En fait, je pensais qu'il avait fait Laurence d'Arabie, mais non. Il a fait généralement des films B, comme on dit. Et en fait, c'est assez intéressant de voir un peu le côté conservateur de certains Américains, surtout euh, dans des domaines créatifs où on te dit qu'il faut être un acteur pendant 2 ans, ensuite on doit être écrivain pendant 2 ans, ensuite un chef d'affaires pendant 2 ans, ensuite on doit être photographe pendant 2 ans, et avant de devenir réalisateur. Je trouve que c'est un peu ridicule. Il y a tellement de règles, surtout dans le domaine créatif, c'est un peu ridicule. Je me suis toujours intéressée au cinéma, donc tu t'es toujours intéressé au cinéma, tu as développé une culture très importante en allant à l'école et puis indépendamment. Ok. S'intéresser à, attention à la proposition à, et je me suis toujours intéressée aux histoires vraies. Alors, to feed, nourrir ou alimenter, ça dépend le contexte. Le cinéma est alimenté par les deuxièmes sources, généralement oui, the behind the veil, yeah, the background. Tu as déjà travaillé avec des directeurs impossibles, des réalisateurs, des dictateurs. Euh, oui, parce que généralement les réalisateurs ont beaucoup de stress, beaucoup anxiété, pardon, et c'est un travail très stressant qui génère beaucoup de responsabilités. Ok. Il doit prendre les mots de la page et créer un objet visuel, donc on essaie de retranscrire ce qui est sur le papier. Bien sûr qu'il existe des directeurs ou des réalisateurs très professionnels, ok, mais généralement le procédé n'est pas très créatif. C'est très rare d'avoir les deux composants qui se retrouvent, hein. Un directeur professionnel est très créatif, ça arrive. Euh, je pense que Kubrick, il était comme ça. Mais il y a beaucoup de réalisateurs qui sont soit professionnels, qui ne sont pas très créatifs, ou soit très créatifs et qui ne sont pas très professionnels. J'ai déjà travaillé avec un directeur professionnel ou pro. Il n'a jamais causé de problème pendant 2 ou 3 mois. L'endroit, the location. Si nous devons
Ici, c'est ER, j'ai fait une erreur ici. Si nous devons couper un acteur, une scène ou un endroit, il n'a jamais, il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est, S apostrophe I-S-T, jamais plaint. He never complained. Ou il n'a jamais causé de problème. Donc attention ici, ER. Il est très difficile de travailler avec certaines personnes, bien sûr. Tu m'avais parlé d'un directeur qui est très, c'est un génie, mais qui est impossible à travailler avec. Euh, Tu avais fait des vidéos musicales, on dit en fait des clips. I know it's weird, des clips. Voilà. L'artiste était très habile, très créatif, mais absolument pas organisé. Et il ne prenait pas soin de lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas très propre. Ok. Si on ne lui dit pas d'arrêter de travailler, il pourrait travailler jour et nuit. Donc j'ai déjà travaillé avec une réalisatrice qui était impossible de travailler avec. Ok. Et en fait, tu avais travaillé sur un film et ce film n'était jamais sorti au cinéma. Et à cette époque, elle a pris sa retraite, donc je pense que c'était un bon moyen de sortir du domaine. Il existe beaucoup de réalisateurs avec un bon instinct ou avec de bons instincts, dit I, bon with an S, instinct with an S, avec de bons instincts. On a William Friedkin, qui poussait ses acteurs vraiment à l'extrême. Il existe beaucoup de réalisateurs qui sont très narcissiques, voilà, qui ont un très grand ego, ou qui peuvent être un peu fous ou égocentriques. Voilà, c'est un peu normal pour le domaine. Il n'y a aucune règle, attention au négatif, hein, ne aucun. On avait également les 10 réalisatrices les plus importantes. Hein. Je t'avais montré le lien, c'est en anglais. Et tu m'avais parlé de quelques réalisatrices. Je ne les connais pas toutes. Euh, c'est vrai que tu m'avais parlé de qui? C'était qui déjà? Euh, ah oui, Sofia Coppola. Mm. Et tu m'avais, pardon, j'essayais d'éviter de bailler. Et tu m'avais parlé d'une autre réalisatrice. Mais bon, c'est quand même, euh, c'est quand même un métier qui est dur. On ne voit que les apparences, surtout le public. On pense que c'est facile, on pense que c'est un métier de rêve, et en fait, non. C'est beaucoup de travail. Voilà. Ça, c'était l'ex-femme de James Cameron qui a mérité une récompense. Ok. Donc, Sofia Coppola, moi, je n'ai pas trop aimé Marie-Antoinette, qui était un petit peu naïf, on va dire. J'ai adoré Lost in Translation, qui a bien capturé en effet l'ambiance de Tokyo. Et qu'est-ce qu'on avait dit ici? Voilà. On avait parlé de Triumph of the Will. Je dois t'avouer que j'ai du mal à regarder des films. Ah, j'ai vraiment du mal. Euh, Ma famille a été touchée par ça, donc que ce soit en Italie ou en Pologne, je peux te dire que on n'est pas très attiré par ce genre de. Enfin, on connaît l'histoire, il n'y a pas de problème, on en parle, mais disons que j'ai des frissons. I shiver when I see this kind of topic. Euh, j'ai un étudiant brésilien qui est fasciné par Hitler. Je ne dis rien, mais ça me fait un peu peur. Voilà. Mais je promets que je le regarderai quand j'ai un peu de temps ce week-end ou cette semaine. Je vois un peu si je peux le regarder. Mais mon mari avait regardé un film, c'était quoi déjà le titre? Je me souviens plus, sur cette époque, et je lui ai dit que je ne voulais pas regarder. Et en fait, j'ai fini par le regarder, c'était assez intéressant, mais j'ai un peu comment dire, un traumatisme génétique à ce niveau-là. Voilà. Donc, un chef-d'œuvre du cinéma. On avait également Ida Lupino, qui était issue d'une famille d'acteurs, qui était devenue réalisatrice à une époque où on ne respectait pas beaucoup les femmes. Euh, Elle a dû se battre pour vraiment s'imposer comme réalisatrice. Elle a fait beaucoup de bons films, chose
qui est vraiment intéressant. Ensuite, donc elle était d'une famille d'acteurs où on peut dire elle était issue, I-S-S-U-E, d'une famille d'acteurs. Et elle avait une famille qui partait souvent en tournée. Ok. Elle a fait Ma sorcière bien-aimée, Bewitched. Il est difficile de s'établir comme réalisatrice, surtout dans les années 50, et surtout en tant que femme. Je pense qu'elle avait c'était une dame de fer qui avait beaucoup de volonté pour s'imposer à ce niveau-là. Je pense que c'est comme ça qu'on change la société. Voilà. On va pousser un petit peu les limites et il n'y a que comme ça. Voilà, il n'y a que comme ça. Son œuvre est également à la télévision. Ok, on voit avec Bewitched. Je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu penses d'Angelina Jolie comme réalisatrice? Je pense que ce n'est pas très difficile de savoir que ces films sont ennuyants. Ok. Je n'irai pas dépenser une fortune pour aller voir ces films. Je les téléchargerai gratuitement pour simplement ma culture cinématographique. Mais je pense que elle est un peu une privilégiée et je pense qu'elle n'a pas vraiment souffert assez dans la vie pour être assez créative. Voilà. Les acteurs qui veulent réaliser doivent prendre soin de certains aspects. Il faut un peu un dynamisme dans le scénario et puis dans le visuel. Le visuel est très important, sinon ça ne serait pas un film. Mais ces films, pour revenir à Angelina Jolie, ces films ne sont pas terribles, ils sont très ennuyeux. Ok. Euh, c'est dommage que quand on a accès à beaucoup de millions, de faire des films un peu chiants, voilà, ennuyants. Si on a 40 millions de dollars, on peut faire beaucoup de choses, ok, dans la cinématographie. Même avec une petite caméra, on peut faire beaucoup de choses. On peut changer un peu le style euh, de film, voilà. Le copier-coller, copy and paste, voilà. Copier et coller, copier-coller. Penser à, to think about, to think of, to think about, yeah. Donc je t'avais parlé des ing, ok, I go, or I'm going to, ce sera la même traduction en français, I walk or I'm working, I work, sorry, I work and I'm working, ce sera la même traduction, je travaille, ok. Et tu m'avais dit que l'un de tes fils avait passé son examen de français avec un A, il n'a pas de problème pour apprendre, mais le deuxième, à quelques petites difficultés pour vraiment se concentrer et être organisé. Et c'est normal, hein, certains étudiants sont comme ça. Il peut faire mieux. Et je crois qu'il a eu un B. C'est ce que tu m'avais dit. Il avait eu un B. Ah, c'est mieux que. Bon, on espère d'avoir un A, mais j'espère que tu ne fais pas partie de ces familles californiennes qui vont pousser leurs enfants à avoir que des A. Et si le gosse a un B, c'est la fin du monde. J'espère que tu es un petit peu plus cool, parce que je connais des parents qui sont très stricts. Et l'enfant termine un petit peu traumatisé, littéralement. Donc, et moi, j'essaie de recoller les morceaux. I'm trying to glue back all the pieces. Yeah, I try. But anyway. Donc ici, la page 232, non, ça fait partie de ton fils, hein, il aime étudier la veille des examens. Voilà. Moi, je ne peux pas critiquer parce que je faisais la même chose. Et j'ai toujours eu de bonnes notes, parce que j'ai une mémoire visuelle, donc c'était assez facile pour moi. Quand je suis arrivée à l'école de droit, j'ai dû travailler. J'ai dû commencer à travailler, mais j'ai mes professeurs qui me donnaient des astuces pour travailler moins. Donc voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de travail, beaucoup de mémorisation. Donc la page 232 du livre, Grammaire progressive du français qui devrait être ici, la page 232, ça on l'avait fait. J'essaie de boire un peu d'eau parce qu'il fait chaud. 232, ça c'est la page 230, ça c'est conditionnel. Donc la prochaine fois on fera les hypothèses, ok. Quand, si, on verra les temps qu'on va utiliser, d'accord. Je ne vais pas trop en parler, je vais simplement parler
de l'exemple qui est donné ici. S'il fait beau demain, nous irons à la campagne. Donc attention parce que ici on utilise si. Mais si on utilise quand avec un futur, tu sais que en anglais on ne va pas utiliser de futur après when. When I will be, non, on ne va pas dire ça en anglais, mais en français on peut. Donc on verra un peu ce genre de choses demain matin. Ok. Je t'avais demandé également de faire l'exercice 4, donc commencer à lire ce chapitre. J'en parlerai un petit peu plus en détail. Je veux simplement voir comment tu peux t'en sortir, ok, sans avoir une explication trop détaillée. Mais demain, j'expliquerai un petit peu mieux, d'accord? On a quand ici, donc je viendrai, j'expliquerai en détail demain. Pour le moment, je veux voir comment tu t'en sors avec l'exercice numéro 4, sans aide, sans explication, simplement par curiosité. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Les vols sont moins chers, il y a moins de touristes. Ah oui, si on voyage en septembre, je vais aller à Los Angeles. Tu sais que j'ai une amie qui m'a donné un site. Peut-être, il faut que je vois où est-ce qu'elle est. Attends, elle est où? Jasmine. Elle m'a donné un site. Ah voilà, Scott Ships Flight. Donc il y a un abonnement à payer, mais apparemment ils peuvent donner euh, les prix des vols sont pas chers du tout. Pour l'Europe, pour l'Asie, j'ai envie d'aller en Asie, en Chine ou au Japon, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Mon mari ne veut pas. Il veut aller en France ou à Londres. J'ai pas envie. Donc là, on est en train de se battre pour savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est pas évident. Mais bon, ça sera une négociation qui sera interminable et qui va se finir en Asie. Voilà, je le sais. Ok, donc on a fait la France contemporaine. On a fini la transcription. Tu m'avais dit que tu allais aller à Los Angeles plusieurs fois cet été. Et puis, on a fait un peu de grammaire, mais je n'ai pas, as I said, I don't want to explain too much. I want to see how you can deal with the exercise number 4 on page 234 and 234, 235, something like that. And just to see how you can manage with this stuff without my explanation, without any help. Okay? Voilà, monsieur Simon, tu passes une très bonne soirée, une très bonne nuit. On se voit demain à 8h. Je répète, je devrais partir à 9h pour aller à la piscine avec ma fille. Voilà. Ça m'embête un peu. Ce n'est pas mon idéal, mais bon, ce n'est pas le choix. Voilà, c'est simplement cette semaine. À demain, à 8h. Bye bye.